Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. George Sand et Chopin. Ces deux noms sont associés dans notre imaginaire comme le sont Roméo et Juliette. Et pourtant, derrière la légende qui se plaît à entretenir la fable d'un amour passionné et fécond, on découvre une histoire bien triste, pour ne pas dire triviale. On organise des événements culturels à Nohant, où se trouve la maison de George Sand, comme si dans ce lieu se trouvait quelque matière à s'inspirer, à rêver. Nohant, un paradis perdu ? Y eut-il jamais là-bas un quelconque parfum de paradis ? En examinant les personnalités si différentes de Chopin et de George Sand, en se rappelant sous quels augures ils se sont rencontrés, on se prend à douter. C'est cette relation plus complexe qu'il n'y paraît que je vous propose d'explorer dans ce nouvel épisode en 2 parties. L'un des portraits les plus célèbres de Chopin est celui qu'a peint Delacroix. Il représente le compositeur assis au piano. Sa tête est légèrement tournée vers nous. Son œil semble contempler un ailleurs inaccessible au tableau. L'expression de son visage trahit la fatigue, en même temps qu'une ineffable sérénité. Le tableau d'origine représentait derrière Chopin George Sand. Par un étrange coup du sort, la toile fut coupée en 2. Chopin alla rejoindre le Louvre et George Sand l'Ordrupgarde Museum de Copenhague. Singulier destin que cette œuvre, qui semble frapper de malédiction au-delà de la mort, un couple que la légende a tout fait pour présenter comme l'idéal de l'amour romantique. Sur la composition d'origine datée de 1838, George Sand paraît suivre les mains de Chopin posées sur le clavier, mais invisibles pour nous. De la main gauche, elle esquisse un geste précis qui pourrait être une battue de mesure. Son visage de cire évoque la statuaire grecque et fait contraste avec la tourmente lumineuse qui anime le profil du pianiste. Ces 2 portraits seraient inconciliables s'il ne se trouvait pour les unir cette couleur noire de leurs habits, à laquelle enchérit le noir du piano et le noir de la chevelure de l'écrivaine. Et on ne soupçonnerait nulle passion entre ces 2 artistes si Delacroix n'avait peint entre deux et au-dessus d'eux cette lourde tenture qui menace de les recouvrir de sa pourpre. George Sand est déjà un écrivain reconnu. L'Élia, publié en 1833, a embrasé Paris. Sainte-Beuve, à qui elle en a lu des extraits dès sa conception, a crié « Au génie !» La timide co-auteure des romans de Jules, Sandeau, forte de la moitié du nom de ce dernier, elle devient George Sand, et de cet accoutrement masculin dont elle ne se défera plus, est devenue un des points de mire du tout Paris. En 1836, l'année de sa rencontre avec Chopin, elle n'a que 32 ans, mais elle a déjà accumulé les unes sur les autres les vies de mystique, d'épouse, de mère et d'amante. Elle a déjà reçu les soufflets d'un mari ivrogne, subi les tempêtes de la passion amoureuse, usé son cœur auprès d'amants volages, connu la solitude et l'angoisse des mères isolées. Et si elle est revenue de la vocation religieuse ressentie à l'adolescence, elle n'a pas pour autant renoncé au seul idéal qui l'a fait vivre, l'amour. Mais l'amour, pour elle, ne peut plus s'accorder avec la religion. Et ces vertus qu'elle avait cherché à conquérir dans sa jeunesse ne lui inspirent plus que de l'amertume. Je crains un peu ces hommes vertueux de naissance. Je les apprécie bien comme de belles fleurs et de beaux fruits, mais je ne sympathise pas avec eux. Ils m'inspirent une sorte de jalousie mauvaise et chagrine, car après tout, pourquoi ne suis-je pas comme eux ? Je suis auprès d'eux dans la situation des bossus qui haïssent les hommes bien faits. Les bossus sont généralement puérils et méchants, mais les hommes bien faits ne sont-ils pas insolents, fades et cruels envers les bossus ? De son ancienne crise religieuse, elle a gardé une attirance pour les faibles et les marginaux.
Alors qu'elle était pensionnaire, elle s'était attachée à une bonne sœur irlandaise, phthisique, à qui personne ne parlait, et qui s'occupait des tâches les plus communes du couvent. Mais ni ses camarades de classe, ni la directrice de l'établissement n'avaient été dupes. Celle qui jusque-là s'était fait remarquer par un comportement infernal abandonnera rapidement Dieu pour Jean-Jacques Rousseau et sa quête du royaume des cieux pour le combat social. Elle rencontre Chopin en 1836 par l'entremise de Franz Liszt et Marie Dagout. Le couple est déjà célèbre dans Paris. De toute l'Europe, on se presse pour écouter Liszt en concert. On boit le thé dans des services ornés de son portrait. Avec Marie Dagout, qui a créé le scandale en abandonnant son mari pour le suivre, ils sont le point de mire du monde artistique. George Sand sort tout juste de sa relation passionnelle avec Alfred de Musset. Elle se sent usée, vieillie avant l'âge. Si Musset a été jusque-là son histoire d'amour la plus dévastatrice, elle n'a pas été de loin la seule depuis sa venue à Paris. Suivant l'adage antique qui affirme qu'une femme peut n'avoir qu'un seul amant, mais qu'elle ne peut pas en avoir que deux, George Sand a enchaîné les aventures suivant la pente naturelle de son cœur. Lorsqu'elle se présente à Chopin, son cœur est à peu près libre si l'on fait abstraction des extras, au nombre desquels il faut compter un certain Malfille qu'elle a logé dans sa maison familiale de Nohant. Son cœur aurait-il pris feu avec autant d'ardeur si elle avait rencontré Chopin sans entendre sa musique? On peut en douter. Le fait est qu'elle va l'entendre jouer et qu'elle va en tomber immédiatement amoureuse. La physionomie de Chopin n'attire pourtant pas particulièrement son attention. Mais il a déjà tout pour lui plaire. Il est de constitution fragile, il est pâle, il est blond, et il vient de cette pauvre Pologne qui est à l'Europe ce que les martyrs sont à l'Église. Chopin, quant à lui, ne se montre pas du tout séduit. Il confie à un ami « Quelle femme antipathique, cette Sand. Est-ce vraiment bien une femme? Je suis prêt à en douter. » George Sand, de son côté, va tout faire pour le revoir. Par chance, elle s'est liée d'une amitié sincère avec Marie Dagout, l'occasion pour elle de susciter une nouvelle rencontre. Quant à ce Malfille qui l'attend à Nohant, tant pis pour lui, il réglera son sort plus tard. Au moment de sa rencontre avec Sand, Chopin a 25 ans. Il a déjà écrit certaines de ses œuvres les plus universellement célèbres, dont les 2 cahiers d'études. En tant qu'artiste, sa maturité est acquise. Il n'est pas un compositeur en devenir. Sa vie personnelle n'est pas aussi tumultueuse que celle de George Sand. Il est fiancé à une jeune fille de noble sang, Marie Wodzinska, une amie d'enfance. Fidèle, peu enclin à la vie mondaine, Chopin a déjà ce caractère mélancolique qui est le propre des phthisiques, même si la maladie ne s'est pas encore manifestée en lui. D'un naturel discret, il peut se montrer franchement drôle. On dit qu'il est un mime fantastique. George Sand, depuis qu'elle l'a vu, ou plutôt entendu, envoie des lettres exaltées à Marie Dagout. Elle a appris que Chopin était fiancé. Bon, ce n'est pas un drame. Est-ce que du moins la promise peut assurer le bonheur de son futur? Est-ce que lui, Chopin, en est vraiment épris? Est-ce que ce mariage va lui apporter le bonheur et surtout l'équilibre dont il a certainement besoin? Allons, mettons de l'ordre dans tout ça. Oui, bien sûr, il y a ce Malfille qui est en ce moment chez nous à Nohant. Bon, on ne va pas le congédier tout de suite, on va attendre, inutile de faire un scandale de plus. Marie Dagout ignorait que l'affaire prendrait une telle tournure. Dès qu'elle comprend que sa nouvelle amie a décidé de s'accaparer Chopin, elle va tout faire pour contrarier son projet. Ce Chopin, vous savez, est un homme irrésistible, mais irrésolu. Et il n'y a de permanent chez lui que la toux. Avertissement qui, loin de décourager une femme comme George Sand, va au contraire lui donner du cœur à l'ouvrage. D'autant qu'une nouvelle va venir considérablement peser dans son achèvement. On vient d'apprendre en effet que les fiançailles de Chopin ont été rompues. Sa future belle famille ne pouvait accepter de donner une fille de sang noble à un roturier, qui plus est désargenté. Une aubaine pour Sand, un calvaire pour Chopin. On retrouvera à sa mort un paquet de lettres, sa correspondance avec Marie Wodzinska, nouée par un ruban bleu, sur laquelle le compositeur, peu de temps après leur séparation, a écrit « Moja bieda »,
mon malheur. Ce sont chacun à leur manière deux cœurs détruits qui vont se rencontrer. Nous ne nous sommes point trompés l'un l'autre, nous nous sommes livrés au vent qui passait et qui nous a emportés tous deux dans une autre région pour quelques instants. Mais il n'en faut pas moins que nous redescendions ici-bas, après cet embrasement céleste et ce voyage à travers l'empyrée. Pauvres oiseaux, nous avons des ailes, mais notre nid est sur la terre, et quand le chant des anges nous appelle en haut, le cri de notre famille nous ramène en bas. Si George Sand se montre plus que bavarde sur sa vie intime, il en est tout autrement de Chopin. Le compositeur se livrait tout entier à son piano qui était son seul confident. De ses sentiments pour George Sand, on ne sait rien. Cette pudeur de jeune fille dans les amours est tout à fait étonnante, car en amitié, Chopin sait dire « je t'aime ». Il le dit à ses amis au début et à la fin de chaque lettre. Il peut l'écrire 2, 3 fois, puis ajouter « aime-moi ». Il ne nous est resté de la correspondance de Chopin et de Sand que 17 lettres. La romancière s'est appliquée pour des raisons obscures à tout faire disparaître. Dans ces quelques reliques, on ne trouve pas un mot d'amour, quand les lettres de Chopin adressées à Fontane ou Grimala commencent toutes par « mon chéri »,« mon âme bien-aimée »,« ma vie ». Rien à voir donc avec la déferlante linguistique qui s'échappe de George Sand dès que son cœur se met à battre. Elle s'en ouvre à tous et à toutes, quitte à se fourvoyer. J'ai connu plusieurs sortes d'amour, amour d'artiste, amour de femme, amour de sœur, amour de mère, amour de religieuse, amour de poète, que sais-je. Il y en a qui sont nés et morts en moi le même jour sans s'être révélés à l'objet qu'ils inspiraient. Il y en a qui ont martyrisé ma vie et qui m'ont poussé au désespoir, presque à la folie. Tout cela était parfaitement sincère. Mon être entrait dans ces phases diverses, comme le soleil, disait Sainte-Beuve, entre dans les signes du zodiaque. À qui m'aurait suivi en voyant la superficie, j'aurais semblé folle ou hypocrite. À qui m'a suivi en lisant au fond de moi, j'ai semblé ce que je suis en effet, enthousiaste du beau, affamé du vrai, très sensible de cœur, très faible de jugement, souvent absurde, toujours de bonne foi, jamais petite ni vindicative, assez colère et grâce à Dieu, parfaitement oublieuse des mauvaises choses et des mauvaises gens. Cette tirade échevelée fait partie d'une lettre d'une dizaine de pages que George Sand, désormais éperdument amoureuse de Chopin, envoie au grand ami de ce dernier, Grimala. On ne peut pas mieux faire sa propre publicité. Quelle résistance pouvait opposer Chopin à ce maelstrom dévastateur qu'il n'avait ni la force ni sans doute le désir de combattre? Les gazettes de l'époque vont s'étonner de cette tournure des événements. Dans Paris, on avait propagé divers ragots, parmi lesquels celui d'une romance entre Liszt et George Sand. La romancière avait balayé tout cela avec mépris, affirmant qu'il lui était aussi impossible d'aimer Liszt que d'aimer les épinards. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vater. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit Au cœur de l'histoire, consacré à George Sand et Frédéric Chopin. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. George Sand et Chopin.
Ces deux noms sont associés dans notre imaginaire comme le sont Roméo et Juliette. Et pourtant, derrière la légende qui se plaît à entretenir la fable d'un amour passionné et fécond, on découvre une histoire bien triste, pour ne pas dire triviale. On organise des événements culturels à Nohant, où se trouve la maison de George Sand, comme si dans ce lieu se trouvait quelque matière à s'inspirer, à rêver. Nohant, un paradis perdu ? Y a-t-il eu jamais là-bas un quelconque parfum de paradis ? En examinant les personnalités si différentes de Chopin et George Sand, en se rappelant sous quels augures ils se sont rencontrés, on se prend à en douter. C'est cette relation plus complexe qu'il n'y paraît que je vous propose d'explorer dans ce nouvel épisode en 2 parties. Seconde partie, de l'idylle au cauchemar. En novembre 1838, Chopin et George Sand quittent Paris. Ils ont décidé de partir quelque temps à Majorque. Les biographes de Chopin ont souvent évoqué des raisons médicales à ce voyage. Le compositeur, déjà malade des poumons, aurait reçu conseil de se porter dans un climat chaud pour l'hiver. Il y a une autre raison, plus prosaïque, à cette escapade. On a vu que George Sand s'était entiché de Chopin alors que son dernier amant en date, le dramaturge Malfy, se trouvait chez elle à Nohant. Elle a fini par tout avouer au malheureux qui, fou de jalousie, se commit en harcèlement de toute espèce. Le point de non-retour fut atteint lorsqu'il se porta à Paris et attendit George Sand à la porte de son domicile armé d'un pistolet. On sait peu de choses sur la manière dont George Sand échappa au massacre, mais il est certain que sa décision de quitter Paris avait un lien direct avec cet épisode. Les nerfs de Chopin, rudement éprouvés par l'incident, nécessitaient du repos. On se transporta donc jusqu'à Majorque, endroit suffisamment éloigné pour qu'aucun jaloux ne vienne troubler l'idylle des nouveaux amants. On attendait le paradis, on trouva l'enfer. Il y eut d'abord la traversée en bateau qui rendit tout le monde malade. La pension choisie pour se loger était insalubre. Il se trouvait sur l'île une chartreuse abandonnée par ses moines qu'une décision politique avait chassée peu de temps auparavant. On prit donc cellule dans ce couvent. George Sand, en vrai disciple de Rousseau, s'exalta de la nature mirifique qui les entourait, la mer, le ciel, les orangers, les citronniers. Tout concourait à son bonheur et lui fit oublier l'hostilité des habitants qui s'offusquaient de voir des étrangers prendre possession de leurs terres sans fréquenter l'église. Notre jardin est jonché d'oranges et de citrons, les arbres en cassent. Nous avons des troncs de cactus de 20 à 30 pieds de haut. La mer a une demi-lieue, un âne pour aller à la ville, des chemins inaccessibles aux visiteurs, un cimetière avec un palmier et une croix comme dans le 3e acte de Robert le Diable, des parterres de buis taillés, le tout habité par nous seulement. Une vieille femme pour nous servir, et le sacristain porte-clés, intendant, jardinier, majordome, maître Jacques en un mot. J'espère que nous aurons des revenants. Si la température au cœur de l'hiver ne descend pas en dessous de 17 degrés, la pluie, elle, ne cesse pas. L'humidité va être fatale aux poumons de Chopin. Les deux amants, configuration du lieu oblige, font chambre ou plutôt cellule à part. D'autant que George Sand a tenu à venir à Majorque avec son fils Maurice. C'est en amoureuse qu'elle s'était présentée à Chopin, à Paris. C'est en mère qu'elle va se conduire à présent. Dans ses lettres, elle appelle Chopin son petit, le petit, notre petit. Elle s'inquiète de sa santé. Elle veille à ce qu'il soit le moins exposé à l'humidité ambiante. Durant les quelques 6 mois de leur voyage, Chopin va rester isolé dans l'immense chartreuse, tandis que George Sand, avide de grand air, bat la campagne avec son fils. Elle a déjà montré 1 an auparavant sa nature sportive lors de son voyage avec Liszt à Chamonix. Les excursions au glacier des Bossons et à la mer de glace avaient étanché sa soif de grands espaces et d'absolu. La marche, propice à la rêverie, donnait à se réconcilier avec le monde et avec Dieu. Sur les registres d'hôtel, elle avait écrit « Domicile, la nature », d'où ils viennent de Dieu, où ils vont au ciel, lieu de naissance, Europe, qualité, flâneur.
Si la nature inspire George Sand, elle laisse Chopin de glace. Elle, héritière de Sénancour, a vécu l'épanchement de son cœur dans la nature. Lui n'a rien connu que ces larmes qui tombent des yeux devant les ruines de son cœur détruit. Liszt avait écrit de lui « Il ne se sert plus de son art que pour alimenter sa propre tragédie. » Tandis que George Sand affronte les bourrasques sur les chemins escarpés de Val-des-Mosas, Chopin se morfond. Il compose une série de préludes qui sont sans doute son œuvre la plus énigmatique. Il envoie quelques lettres qui en disent long sur son état. Mon Julien, j'ai été malade comme un chien ces 2 dernières semaines. J'avais pris froid en dépit des 18 degrés de chaleur, des roses, des orangers, des palmiers et des figuiers. 3 médecins, les plus célèbres de l'île, m'ont examiné. L'un a flairé mes crachats, l'autre a frappé pour savoir d'où je crachais. Le troisième m'a palpé en écoutant comme je crachais. Le premier a dit que j'allais crever, le deuxième que j'étais en train de crever, le dernier que j'étais crevé déjà. Il a beaucoup été dit que ce séjour avait nourri positivement l'inspiration du compositeur. Lui affirme au contraire que l'hiver à Majorque a nui considérablement à son ouvrage. Quant à George Sand, il n'en dit pas un mot. Un silence qui en dit long sur cette histoire d'amour qui pourtant n'en était qu'à ses balbutiements. Dans ses lettres du moment, la romancière parle de son protégé dans les mêmes termes affectueux et de nouveau sobriquet. Ce n'est plus seulement mon petit, c'est Chip ou Chip Chip. Durant les années suivantes, Chopin se rendra chaque été dans la maison de George Sand à Nohant. Il y composera ses œuvres selon le même rythme à la fois lent et régulier. A-t-il écrit là-bas, comme on l'a souvent dit, ses plus beaux chefs-d'œuvre ? La question n'a en vérité aucun sens. Chez Chopin, il n'y a que des chefs-d'œuvre. Avant de rencontrer George Sand, il avait déjà écrit ses 2 concertos pour piano, des mazurkas, des polonaises, des nocturnes et ses 2 cahiers d'études. L'irruption dans sa vie de l'auteur de l'Elia n'a rien changé. Malade, le compositeur devait se sentir en sécurité à Nohant. Il n'y avait rien là-bas d'hostile à sa créativité. Le climat était favorable à ses poumons, le silence était partout. Tandis que George Sand se livre à corps perdu dans le combat politique et l'écriture de ses romans, lui passe du lit au piano et du piano au lit. Les hémophtysies, comprenez les crachats de sang, à mesure que les mois passent, se font de plus en plus nombreuses. Il demande dans ses lettres à ses amis de ne rien colporter sur son état ni sur sa vie privée. Il n'est pas rare de voir mentionner à la fin de telle ou telle lettre « Ne dis pas aux gens que j'ai été malade. Ils en feraient des commérages. » Lui qui est allergique au ragot, il va prendre en pleine face la publication du dernier roman de celle qu'il appelle « Ma compagne » ou parfois même « Mon compagnon ». Elle vient en effet de publier son Lucrezia Floriani, dans lequel elle dresse le portrait d'un musicien qui, à l'évidence, est Chopin. Dans l'ouvrage, il est décrit comme aigre jusqu'à la méchanceté, austère, chagrin, tracassier, ennuyeux. Le trait n'échappera pas au lecteur. Pour Chopin, c'est un coup de poignard dans le dos. George Sand aura beau lui expliquer que non, que ça n'a rien à voir, qu'elle a écrit cela de pure imagination. L'évidence est là. Lui qui avait fait de la discrétion et de la pudeur les 2 piliers de sa vie intime, a le sentiment d'être donné en pâture au tout venant. La rupture qui s'annonce entre les 2 amants est-elle vraiment une rupture ? George Sand, qui durant 7 ans ne s'était jamais exprimé sur l'intimité de leur liaison, va, comme on dit, lâcher le morceau. « Voilà 7 ans, dit-elle en 1846, que je vis comme une vierge avec lui et tous les autres. » Le trait est venimeux. Que vient faire cette mention de « tous les autres » dans cette histoire ? George Sand reproche en outre à Chopin d'avoir pris le parti de sa fille Solange dans l'affaire qui l'oppose au sculpteur Clesinger. Triste destin que cette relation d'abord placée sous la tutelle de l'idéal, entretenue au nom de l'idéal,
et qui échoue dans l'ordinaire le plus lamentable. Une fois Chopin parti, elle va l'accuser de répandre des calomnies à son sujet. L'actrice Pauline Viardot, amie des deux artistes, va plus d'une fois tenter de dissiper les soupçons. Vous me demandez des nouvelles de Chopin, en voici. Sa santé décline lentement, avec des jours passables où il peut sortir en voiture et d'autres pendant lesquels il a des crachements de sang et des quintes de toux. Il ne sort plus le soir. Voilà l'exacte vérité. Il parle de vous toujours avec le plus grand respect et je persiste à affirmer qu'il n'en parle jamais autrement. En juillet 1849, Chopin commence une longue agonie. Malgré l'insistance de ses amis les plus proches, George Sand se refuse à le voir. On la supplie, elle s'obstine. Je crains de lui causer en lui écrivant une émotion plus fâcheuse que salutaire. L'aller voir, c'est ce qui est absolument impossible en ce moment et qui augmenterait, je crois, tout le mal. J'ai encore l'espérance qu'il vivra. Je l'ai vu tant de fois comme s'il était sur le point d'expirer que je ne désespère jamais de lui. Étonnante disposition d'esprit de la part de celle qui, 2 jours avant cette lettre adressée à une amie, disait n'avoir pas prononcé le nom de Chopin depuis 1 an. Quoi qu'il en soit, en octobre de la même année, Chopin, le 17 au soir, va rendre l'âme entourée de tous ses amis. Seul George Sand, malgré les supplications de son entourage, ne se rendra pas auprès de lui. L'auteur de l'Elia donnait là un piètre exemple, elle qui affirmait pourtant qu'il n'y a pas plus beau destin que celui de se consumer pour son idéal. Autour d'elle, on se révolte. Abandonner un homme en bonne santé, d'accord, mais un homme à l'article de la mort, c'est inique. Peine perdue. George Sand, à l'automne 1849, est déjà attelée à d'autres prétendants, elle qui écrivait qu'on ne quitte un amour imparfait que lorsque l'on a trouvé un amour plus parfait. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vater. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve quant à moi bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.